Mon mari m'a quitté pour une femme millionnaire et a tout pris lors du divorce. Puis il m'a envoyé un message, profite de ta pauvreté. 2 semaines plus tard, j'ai eu un grave accident et me suis retrouvé à l'hôpital. Il était toujours désigné comme ma personne à contacter en cas d'urgence. Quand il est arrivé là-bas, ce que les médecins ont révélé l'a fait me supplier. La raison vous choquera. Je m'appelle Paige et j'ai 28 ans. Mon mari vient de me quitter pour une femme dont le fonds fiduciaire est plus important que notre prêt immobilier. Et honnêtement, le SMS qu'il a envoyé après a été le coup de grâce, profite de ta pauvreté. Charmant, n'est-ce pas? 3 ans de mariage réduit à une mise à jour de statut financier. Mais je suppose que j'aurais dû m'en douter quand il a commencé à travailler tard tous les soirs au même cabinet d'avocat où mademoiselle Portefeuille se trouvait être cliente. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement abandonné par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Vous voudrez certainement rester pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment j'en suis arrivé là. Vous voyez, j'ai toujours cru que j'étais complètement seul dans ce monde. Grandir, balloter entre des foyers d'accueil et 2 familles adoptives ratées, ça fait ça. Le dossier indiquait que ma mère était morte jeune et que mon père était inconnu. Pas de frères et sœurs, pas de tantes, pas d'oncles, rien. Juste moi et un système qui n'attendait qu'une chose, me laisser me débrouiller à 18 ans. C'est peut-être pour ça que je me suis accroché si désespérément au mariage. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelqu'un qui était censé être ma famille. Quelqu'un qui avait promis de rester. Quelqu'un qui me faisait sentir que j'appartenais enfin quelque part. Quelle blague ça a été. Quand j'ai rencontré Marcus à 24 ans, j'ai cru avoir décroché le jackpot. Grand, avocat prospère, conduisant une belle voiture, vivant dans un appartement décent. Plus important encore, il semblait sincèrement intéressé par moi, pas seulement par ce que je pouvais faire pour lui. Je cumulais 3 emplois à temps partiel juste pour me permettre mon studio, mais Marcus ne m'a jamais fait honte de mes origines. Enfin, pas avant la fin, en tout cas. Le divorce fut rapide et impitoyable. Son avocat était agressif. Le mien était surchargé et sous-payé. Marcus savait exactement comment manipuler le système, et je n'avais pas l'argent pour me défendre correctement. Il est parti avec la maison, la plupart de nos biens communs, et apparemment aucune culpabilité de me laisser avec rien d'autre que quelques cartons d'affaires personnels. Mais ce SMS, c'était du pur Marcus. Il fallait toujours qu'il ait le dernier mot. J'ai fixé ces 3 mots sur l'écran de mon téléphone pendant 5 bonnes minutes avant de les supprimer. Profite de ta pauvreté. Comme si ma situation financière était une sorte de vacances que j'avais choisie. Comme si être fauché était une aventure amusante dans laquelle je me lançais pour le plaisir. L'ironie ne m'a pas échappé, l'homme qui venait de me ruiner financièrement se moquait maintenant de moi pour ça. Mais encore une fois, c'était le même homme qui m'avait convaincu de mettre la maison à son nom parce que son score de crédit était meilleur. Le même homme qui avait géré toutes nos finances parce qu'il était avocat et donc savait mieux. J'aurais dû savoir mieux. Aurais dû garder mes propres comptes, mon propre crédit, mon propre filet de sécurité. Mais quand on grandit sans rien, avoir quelqu'un qui propose de s'occuper de tout donne l'impression d'un cadeau plutôt que d'un piège. Maintenant, j'avais 28 ans, sans abri, et je recommençais avec moins que ce que j'avais eu à 18 ans. Au moins à l'époque, j'avais la jeunesse et l'optimisme. Maintenant, je n'avais que l'expérience et une compréhension croissante de ma naïveté. Se racle la gorge mais vous savez quoi? J'étais déterminé à lui prouver qu'il avait tort. J'avais survécu à pire que la trahison de Marcus Hamilton. J'avais survécu à une enfance qui aurait brisé la plupart des gens. J'avais survécu à n'être la fille de personne, la famille de personne, la priorité de personne. Je pouvais aussi survivre à ça. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit en emballant ma Honda Civic avec tout ce que je possédais et en m'éloignant de la vie que je croyais avoir construite. Je ne savais pas que dans 2 semaines, tout allait changer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. L'appartement que j'ai trouvé était ce que les agents immobiliers appellent généreusement, confortable. Et nous, les autres, appelions, à peine habitable. 600 pieds carrés de plomberie douteuse et des voisins qui pensaient apparemment que 3 heures du matin était l'heure de pointe pour pratiquer leur routine de danse interprétative. Mais bon, c'était le mien. Enfin, loué.
Mais après avoir dormi sur le canapé de ma collègue pendant une semaine, avoir ma propre porte qui se fermait à clé me semblait un luxe. J'avais réussi à décrocher un emploi dans une petite entreprise de marketing du centre-ville. Le salaire était terrible, mais c'était stable, et mon patron semblait assez décent. Pas encore d'assurance maladie. Je devrais attendre 3 mois pour ce privilège particulier, mais je travaillais. J'avais un toit au-dessus de ma tête, et je n'avais eu à demander de l'aide à personne. Petite victoire, n'est-ce pas? La première semaine a été difficile. J'ai découvert que ma douche ne produisait de l'eau chaude qu'entre 6h17 et 6h23 du matin, et que ma voisine du dessus possédait apparemment une collection de boules de bowling qui nécessitait une réorganisation fréquente à minuit. Le réfrigérateur faisait des bruits de morse mourant, et je suis presque sûr que quelque chose vivait dans les murs, mais je m'en sortais. J'avais acheté un bureau d'occasion sur Craigslist et aménagé un petit espace de travail près de la fenêtre. Mon ordinateur portable était ancien, mais il fonctionnait assez bien pour les tâches de base que mon travail exigeait. J'avais même réussi à trouver un café décent à proximité où la propriétaire, Madame Chen, ajoutait toujours un supplément d'espresso quand elle pensait que j'avais l'air fatigué, ce qui était la plupart des jours, si je suis honnête. Le pire n'était pas les conditions de vie ou le stress financier. C'était la solitude. Pendant 3 ans, j'avais eu quelqu'un à retrouver à la maison, quelqu'un avec qui partager des repas, même si ces repas étaient devenus de plus en plus silencieux vers la fin, quelqu'un pour combler les espaces vides qui maintenant semblaient résonner de mes propres pensées. J'ai essayé d'appeler quelques vieux amis, mais la plupart d'entre eux avaient pris le parti de Marcus lors du divorce. Apparemment, quand on est celui qui n'a pas d'argent ou de relations, on est aussi celui qui n'a pas de cercle social. C'est drôle comment ça marche. Ma thérapeute, celle que je pouvais à peine me permettre de voir 2 fois par mois, n'arrêtait pas de me dire que c'était une période de croissance. Une chance de redécouvrir qui j'étais en dehors du mariage. Une opportunité de construire la vie que je voulais réellement au lieu de celle que quelqu'un d'autre avait choisie pour moi. Facile à dire pour elle. Elle ne mangeait pas de nouilles ramen pour la 4e nuit consécutive. Mais j'étais têtu. J'avais toujours été têtu. C'est probablement la seule chose qui m'a maintenu en vie dans certains de ces foyers d'accueil. Alors, j'ai continué à me présenter au travail, à payer mes factures, à me dire que ce n'était qu'un revers temporaire. 2 semaines et 3 jours après la finalisation du divorce, je commençais réellement à croire que cela pourrait être vrai. J'avais reçu ma première paie complète, réussi à acheter des produits d'épicerie qui incluaient de vrais légumes, et même m'était offert une petite plante pour mon rebord de fenêtre. Une minuscule succulente que l'employé de la pépinière avait promis être impossible à tuer. On verrait bien. Je travaillais tard ce jeudi-là, essayant de terminer une présentation pour une réunion client le lendemain. Le bureau était vide, à part moi et le gardien de sécurité, qui faisait ses rondes toutes les heures comme une horloge. J'étais devenu ami avec Harold au cours des 2 dernières semaines. Il avait la 60aine, 3 petits-enfants, et demandait toujours des nouvelles de ma petite plante avec un intérêt sincère. À 21h30, j'étais enfin satisfaite de la présentation. Mes yeux brûlaient d'avoir fixé l'écran d'ordinateur, et j'avais hâte de rentrer à la maison, de réchauffer des restes de plats chinois à emporter, et peut-être de regarder quelque chose d'insipide sur Netflix. J'ai rangé mes affaires, dit bonne nuit à Harold et me suis dirigé vers le parking souterrain. Le bâtiment était l'une de ces vieilles structures du centre-ville avec un parking souterrain qui ressemblait à quelque chose d'un film d'horreur. Éclairage faible, mur en béton qui résonnait à chaque pas et une atmosphère générale qui vous faisait marcher un peu plus vite vers votre voiture. Ma Honda était garée au 3e niveau, nichée entre un énorme SUV et un pick-up qui avait connu des jours meilleurs. J'avais été fier de cette petite voiture. Elle n'était pas très jolie, mais elle était fiable, et plus important encore, elle était payée. Une chose de moins à prendre pour Marcus lors du divorce. J'ai jeté mon sac sur la banquette arrière et démarré le moteur. La radio s'est allumée automatiquement, jouant une chanson pop qui me rappelait de meilleurs moments. J'ai reculé de ma place de stationnement, naviguant dans la sortie étroite du garage, et me suis dirigé vers la maison. Les rues étaient calmes pour un jeudi soir. La plupart des gens étaient probablement à la maison avec leur famille, regardant la télévision, aidant les enfants avec leurs devoirs, vivant des vies normales avec des problèmes normaux. Je me demandais si j'aurais un jour ça, si je ferais un jour assez confiance à quelqu'un pour construire une vie avec lui à nouveau. Probablement pas. Du moins pas de sitôt. Pour l'instant, j'avais juste besoin de me concentrer sur ma reconstruction,
sur le fait de me prouver que je pouvais m'en sortir seul. J'étais à environ 6 pâtés de maison de mon appartement quand c'est arrivé. Je me souviens avoir pensé à quel point l'intersection était calme. Aucune autre voiture en vue, ce qui était inhabituel pour le centre-ville, même à 22 heures. Le feu était vert, alors j'ai maintenu ma vitesse à travers le passage piéton, planifiant déjà mentalement ma routine du soir. La dernière chose que j'ai vue fut un éclair de phare venant de ma droite. Pas le temps de freiner, pas le temps d'éviter, pas le temps de faire quoi que ce soit si ce n'est d'enregistrer que cela se passait vraiment. Puis tout est devenu noir. J'ai appris plus tard que l'autre conducteur était un ouvrier du bâtiment ivre et hors service, dans un pick-up, qui avait passé la soirée dans un bar à 6 pâtés de maison, célébrant l'anniversaire de son ami. Il avait grillé un feu rouge à 70 km/h et avait percuté ma Honda directement côté conducteur. L'impact a écrasé ma voiture comme une boîte de conserve. Je ne me souviens de rien. Ni de la collision, ni du bruit du métal qui s'écrase, ni des sirènes arrivées 12 minutes plus tard. Mon premier souvenir est de m'être réveillé dans un lit d'hôpital 2 jours plus tard avec plus de tubes et de fils connectés à moi que je n'en connaissais l'existence. Tout me faisait mal, et je veux dire tout. Respirer faisait mal. Cligner des yeux faisait mal. Même penser semblait provoquer une douleur physique qui rayonnait de quelque part au fond de ma poitrine. J'ai essayé de parler et j'ai découvert que c'était impossible grâce au tube respiratoire dans ma gorge. Une infirmière a remarqué que j'étais réveillé et a immédiatement commencé à vérifier les machines et à prendre des notes. « Allez-y doucement », a-t-elle dit d'une voix professionnellement apaisante que le personnel médical perfectionne. « Vous êtes aux soins intensifs de Portland General. Vous avez eu un grave accident, mais vous allez vous en sortir. » Sauf que je n'allais pas m'en sortir. Loin de là. Au cours des heures suivantes, alors que divers médecins allaient et venaient, j'ai appris à quel point je n'allais pas bien. 3 côtes cassées, un poumon perforé, une hémorragie interne sévère et quelque chose appelé une lacération splénique traumatique qui avait nécessité une chirurgie d'urgence. Mais ce n'était pas le pire. Le pire est venu lorsque le docteur Martinez, une femme d'une 50aine d'années à l'air sérieux, s'est assise à côté de mon lit et a expliqué que ma rate avait été trop endommagée pour être réparée. Ils avaient dû la retirer entièrement, et mes autres organes avaient subi un traumatisme important dû à l'impact et à la perte de sang. Nous vous avons stabilisé pour l'instant, a-t-elle dit. Mais je dois être honnête avec vous. Votre corps a subi un grave traumatisme. Votre foie et vos reins montrent des signes de défaillance. Et franchement, sans intervention, votre pronostic n'est pas bon. Je voulais demander quel genre d'intervention. Je voulais savoir exactement à quel point « pas bon » signifiait. Mais le tube respiratoire rendait les questions impossibles, et les analgésiques me ramenaient constamment vers l'inconscience. Le docteur Martinez a semblé comprendre ma panique muette. « Nous allons faire tout ce que nous pouvons », a-t-elle promis. Mais nous devrons peut-être envisager des options de traitement agressives, y compris la possibilité d'une transplantation d'organes si nous ne parvenons pas à faire fonctionner vos organes correctement par eux-mêmes. Transplantation. Le mot flottait dans mon cerveau embrumé comme un concept étranger. J'avais 28 ans et apparemment mon corps était en train de défaillir si catastrophiquement qu'il pourrait avoir besoin de le remplacer. L'ironie ne m'a pas échappé. J'étais enfin en train de reconstruire ma vie. Enfin, je prouvais que je pouvais survivre seul, et mon propre corps me trahissait. J'ai dérivé entre la conscience et l'inconscience le reste de cette journée, vaguement consciente des infirmières qui me vérifiaient, des machines qui bipaient, et occasionnellement d'un médecin expliquant quelque chose à quelqu'un à voix basse juste devant ma chambre. À un certain moment, au milieu de ce brouillard, je suis devenu consciente que quelqu'un essayait de contacter ma personne à contacter en cas d'urgence. Bien sûr, ils avaient des problèmes parce que ma personne à contacter en cas d'urgence était toujours Marcus. Parce que je n'avais jamais pris le temps de la changer après le divorce, parce que qui d'autre aurais-je pu mettre? L'amère ironie a percé même le brouillard de la morphine. L'homme qui m'avait abandonné, qui s'était moqué de ma pauvreté, était sur le point de recevoir un appel pour me dire que j'étais mourante. Je me suis demandé s'il prendrait même la peine de venir. En fait, rayez ça. Je savais qu'il viendrait. Pas par inquiétude, ni par amour, ni par affection résiduelle. Mais Marcus était un avocat, et les avocats comprenaient la responsabilité. Si son ex-femme mourait et qu'il était toujours désigné comme personne à contacter en cas d'urgence, il pourrait y avoir des formalités administratives, des questions à répondre, des complications juridiques à gérer.
De plus, il serait probablement curieux. Il le devait, n'est-ce pas? Après avoir envoyé ce cruel SMS, après être parti si proprement, il voudrait voir à quel point il avait complètement gagné. Eh bien, félicitations, Marcus. On dirait que tu avais raison à propos de mes perspectives après tout. J'ai fermé les yeux et laissé le médicament m'emporter, me demandant si je me réveillerais un jour. L'appel est arrivé à 23h47 un jeudi soir. Marcus m'a raconté plus tard qu'il travaillait tard, révisant des contrats pour un nouveau client, lorsque son téléphone a sonné avec un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Est-ce Marcus Hamilton, a demandé la voix. Professionnel, clinique, le ton que le personnel médical utilise lorsqu'il doit annoncer une nouvelle que personne ne veut entendre. Oui, c'est Marcus. Je vous appelle de l'hôpital Portland General. Vous êtes désigné comme personne à contacter en cas d'urgence pour Paige Hamilton. J'ai peur qu'elle ait eu un grave accident. Marcus avait marqué une pause, selon l'infirmière à qui j'ai parlé plus tard. Pas la pause de quelqu'un qui digère une nouvelle dévastatrice concernant un être cher, plutôt la pause de quelqu'un qui calcule ses obligations légales. Je suis désolé, avait-il finalement dit, mais nous sommes divorcés depuis 2 semaines. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours désigné comme son contact. Monsieur, quelle que soit votre situation relationnelle actuelle, vous êtes le seul contact que nous ayons dans nos dossiers. Madame Hamilton est dans un état critique. Si vous pouviez venir à l'hôpital, nous vous serions reconnaissants. Il y aura peut-être des décisions à prendre. Des décisions? Ce mot a dû déclencher quelque chose dans le cerveau d'avocat de Marcus car 30 minutes plus tard, il franchissait les portes automatiques des urgences de Portland General. Je n'étais pas consciente à son arrivée, mais les infirmières m'ont dit plus tard qu'il ressemblait exactement à ce qu'il était. Un avocat prospère qui avait été importuné par le mauvais timing d'une ex-femme. Costume coûteux, montre coûteuse, mallette coûteuse, et une expression qui suggérait qu'il avait des endroits bien plus importants où se trouver. Il s'était identifié à la réception et avait été dirigé vers l'unité de soins intensifs, où le docteur Martinez l'attendait pour informer la personne qui se présenterait. « Êtes-vous le mari de Madame Hamilton » avait-elle demandé. Ex-mari, avait rapidement corrigé Marcus. Nous avons divorcé il y a 2 semaines. Je ne suis ici que parce qu'elle n'a apparemment jamais mis à jour ses coordonnées d'urgence. Le docteur Martinez l'avait regardé avec le genre d'expression que les professionnels de la santé réservent aux parents particulièrement désagréables. Je vois. Eh bien, puisque vous êtes ici, laissez-moi vous expliquer l'état de Madame Hamilton. Marcus a admis plus tard à un collègue qui a ensuite admis à mon ancienne collègue qui me l'a finalement dit qu'il s'attendait à me trouver avec quelques os cassés et peut-être une commotion cérébrale, quelque chose d'assez dramatique pour justifier l'appel d'urgence, mais finalement mineur. Quelque chose qu'il pourrait gérer avec une brève visite et peut-être une référence à un bon chirurgien orthopédiste. Ce que le docteur Martinez a décrit ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. Madame Hamilton a subi un traumatisme interne massif lors de la collision, avait expliqué la docteure. Nous avons retiré sa rate, mais elle souffre d'une défaillance multi-organes. Son foie et ses reins sont gravement compromis. Et franchement, sans intervention immédiate, son pronostic est très mauvais. Quel genre d'intervention? Transplantation. Probablement plusieurs organes en fonction de la réaction de son corps au cours des prochaines 48 heures. Marcus l'avait regardé. Ce n'était pas le petit désagrément qu'il était prêt à gérer. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être résolu par une visite rapide et une sortie propre. Est-ce qu'elle va mourir? Le docteur Martinez lui avait lancé le regard que les médecins donnent lorsqu'ils sont sur le point d'annoncer le genre de nouvelles qui changent tout. Sans donneur compatible, oui, très probablement. C'est alors que Marcus avait posé la question qui allait tout changer. Quelles sont les chances de trouver des donneurs compatibles? La compatibilité des organes est complexe, avait expliqué le docteur Martinez. Groupe sanguin, correspondance tissulaire, divers facteurs génétiques. Nous l'avons inscrite sur la liste d'attente pour la transplantation, mais étant donné la gravité de son état et le besoin de plusieurs organes, elle avait laissé sa phrase en suspens. Mais l'implication était claire. Cependant, elle avait poursuivi, nous avons commencé des tests qui pourraient nous aider à identifier des correspondances potentielles plus rapidement. Nous avons soumis son profil génétique à plusieurs bases de données nationales, y compris des registres privés qui contiennent des informations génétiques plus étendues. Marcus avait hoché la tête, pensant probablement que c'était une procédure médicale standard.
Il n'avait aucune idée que ces bases de données génétiques étaient sur le point de révéler des informations qui allaient bouleverser tout son monde. Il y a encore une chose, avait dit le docteur Martinez. Compte tenu de la complexité de son cas et du besoin potentiel d'antécédents médicaux familiaux, nous effectuons un dépistage génétique complet. Parfois, les membres de la famille peuvent être des donneurs compatibles ou au moins fournir des informations médicales qui aident aux décisions de traitement. Elle n'a pas de famille, avait dit Marcus automatiquement. Elle a grandi en famille d'accueil, parents inconnus. Le docteur Martinez avait pris une note dans son dossier. Je vois. Eh bien, les tests génétiques peuvent toujours fournir des informations médicales utiles. Nous devrions avoir les résultats préliminaires dans les 24 à 48 heures. Marcus avait quitté l'hôpital cette nuit-là en pensant qu'il avait fait son devoir. Il s'était présenté. Il avait été informé de la situation. Il avait fourni le peu d'informations qu'il pouvait. Ses obligations légales et morales avaient été remplies. Il n'avait aucune idée qu'en moins de 24 heures, tout ce qu'il pensait savoir sur son ex-femme allait s'avérer spectaculairement faux. Les résultats des tests génétiques sont arrivés plus rapidement que prévu. Le docteur Martinez m'a dit plus tard qu'elle n'avait jamais vu une correspondance de base de données génétiques revenir si rapidement ou avec des résultats aussi définitifs. Marcus était dans son bureau le lendemain matin, probablement en train d'essayer d'oublier sa visite d'hôpital inopportune, lorsque son téléphone a de nouveau sonné. Monsieur Hamilton, c'est le docteur Martinez de Portland General. J'ai besoin que vous reveniez à l'hôpital dès que possible. Son état a-t-il changé? Pas exactement. Mais les tests génétiques ont révélé des informations que vous devez entendre en personne. À quelle vitesse pouvez-vous arriver ici? Quelque chose dans son ton a dû attirer son attention parce qu'il a dégagé son emploi du temps et est arrivé à l'hôpital en moins d'une heure. Le docteur Martinez l'a rencontré dans un cabinet de consultation privé, pas aux soins intensifs. Elle avait un dossier à la main et une expression que Marcus a plus tard décrite comme soigneusement neutre. Monsieur Hamilton, les tests génétiques que nous avons effectués sur Madame Hamilton ont révélé des informations inattendues. Quel genre d'informations? Nous avons soumis son profil ADN à plusieurs bases de données à la recherche de donneurs compatibles potentiels ou d'antécédents médicaux familiaux. Ce que nous avons trouvé était une correspondance génétique directe avec quelqu'un dont le profil était déjà dans le système. Marcus s'était penché en avant, se demandant probablement où cela allait mener. Madame Hamilton est la fille biologique de Harrison Blackwood. Le nom ne signifiait rien pour Marcus au début. Il avait regardé le docteur Martinez d'un air vide, attendant une explication supplémentaire. Harrison Blackwood, avait-elle répété. Le magnate de l'immobilier. Il est décédé il y a 4 mois. C'est alors que le déclic s'est produit. Harrison Blackwood n'était pas n'importe quel magnate de l'immobilier. Il était le magnate de l'immobilier. L'homme qui avait bâti un empire de propriété commerciale à travers le nord-ouest du Pacifique avant de s'étendre à l'échelle nationale. L'homme dont la mort avait fait la une des journaux parce qu'il était mort sans héritier connu, laissant derrière lui une fortune estimée à plus de 2 milliards de dollars. La bouche de Marcus était devenue sèche. C'est impossible, avait-il dit. Paige a grandi en famille d'accueil. Elle n'a pas de famille. Sa mère est morte quand elle était jeune, et son père était inconnu. Le docteur Martinez avait ouvert le dossier et lui avait montré l'analyse génétique. L'ADN ne ment pas, monsieur Hamilton. Madame Hamilton est la fille biologique de Harrison Blackwood. La correspondance est indubitable. Mais comment est-ce possible? N'aurait-il pas été au courant d'elle? Selon les informations que nous avons pu recueillir, la mère de Madame Hamilton, Sarah Chen, a travaillé comme secrétaire dans l'une des entreprises de Monsieur Blackwood il y a 30 ans. Rien n'indique que Monsieur Blackwood ait jamais été informé de la grossesse. Madame Chen est décédée lorsque Madame Hamilton avait 3 ans, et elle a été placée en famille d'accueil sans information sur l'identité de son père. Marcus était resté silencieux, stupéfait, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Monsieur Hamilton, avait poursuivi le docteur Martinez, il y a autre chose que vous devez comprendre. La succession de Harrison Blackwood est en cours d'homologation depuis 4 mois. Ses avocats n'ont pas pu identifier d'héritier vivant. Sans enfant biologique ou héritier désigné, toute sa fortune était destinée à diverses œuvres de bienfaisance. Les implications étaient stupéfiantes. Vous dites que Paige a droit à hériter de toute sa succession? Je dis qu'elle est sa fille biologique, ce qui signifie qu'elle a une revendication légale sur son héritage.
Mais pour l'instant, ce n'est pas notre principale préoccupation. Notre principale préoccupation est de lui sauver la vie. Le docteur Martinez avait fermé le dossier et regardé Marcus directement. Monsieur Hamilton. La correspondance génétique que nous avons trouvée n'était pas seulement avec Harrison Blackwood. C'était aussi avec des donneurs compatibles dans nos réseaux de transplantation privés. Monsieur Blackwood s'était inscrit à plusieurs registres de donneurs d'organes, et son profil génétique nous a aidé à identifier des donneurs potentiellement compatibles dans notre système, donc elle pourrait survivre. Ses chances viennent de s'améliorer considérablement. Nous avons identifié 3 donneurs d'organes potentiels dont les profils génétiques suggèrent une forte compatibilité. Nous organisons des procédures de transplantation d'urgence dans les prochaines 24 à 48 heures. Marcus était sorti de cette réunion dans un état second. Son ex-femme, la femme dont il s'était moqué pour sa pauvreté. La femme qu'il avait abandonnée pour quelqu'un avec un fonds fiduciaire, était apparemment la fille de l'un des hommes les plus riches du pays. Et il venait d'apprendre cette information alors qu'elle était inconsciente aux soins intensifs, peut-être mourante. L'ironie était si brutale, elle était presque poétique. Marcus a passé le reste de cette journée à passer des coups de fil. D'abord à des avocats spécialisés dans les successions, essayant de comprendre les implications de ce qu'il avait appris, puis à ses propres conseillers financiers, calculant probablement ce que cela pourrait signifier pour lui, car Marcus était tout sauf impraticable. En soirée, il avait confirmé ce que le docteur Martinez lui avait dit. Harrison Blackwood était décédé intestat, sans testament désignant des héritiers. Sa fille biologique aurait en effet droit à hériter de toute sa fortune, à condition qu'elle puisse prouver la paternité, et à condition qu'elle survive assez longtemps pour faire une réclamation. C'est alors que Marcus a commencé à pleurer, non pas se racle la gorge de soulagement que je puisse survivre, mais de la réalisation écrasante de ce qu'il avait jeté. Il s'était éloigné d'une milliardaire potentielle parce qu'il pensait qu'elle était pauvre. Le lendemain matin, il est revenu à l'hôpital, non pas en tant qu'ex-mari remplissant une obligation, mais en tant qu'homme qui a soudainement compris qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie. Il s'est assis dans la salle d'attente à l'extérieur de l'unité de soins intensifs, toujours dans son costume coûteux, toujours avec sa mallette coûteuse, mais ressemblant à un homme qui avait été frappé par un camion, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Je me suis réveillé lentement la deuxième fois, émergeant de l'inconscience comme on remonte d'une eau profonde. Le tube respiratoire avait disparu, ce qui était une amélioration, mais tout me faisait encore mal avec une intensité qui rendait la concentration difficile. Mais il y avait de nouveaux sons, des machines que je n'avais pas entendues auparavant, des voix parlant dans une terminologie médicale urgente juste devant ma chambre. Quelque chose avait changé pendant que j'étais inconsciente. Le docteur Martinez est apparu à mon chevet avec ce que je ne peux décrire que comme une expression prudemment optimiste. « Paige » a-t-elle dit doucement. « Comment vous sentez-vous » J'ai essayé de parler et j'ai réussi un murmure rauque, j'ai été frappé par un camion. Presque un pick-up, en fait. Elle a souri à ma tentative d'humour. J'ai des nouvelles importantes pour vous. De bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles semblaient impossibles étant donné ma situation actuelle, mais j'ai attendu qu'elle continue. Nous avons identifié des donneurs d'organes compatibles. Nous allons effectuer une chirurgie de transplantation d'urgence dans les prochaines heures. Vos chances de survie se sont considérablement améliorées. Un soulagement m'a envahi. J'allais peut-être vivre. Probablement. Les détails semblaient moins importants que le fait essentiel que j'avais une chance. Comment, ai-je murmuré. Nous discuterons des détails plus tard, après votre opération. Pour l'instant, je dois que vous vous concentriez sur votre préparation. L'équipe chirurgicale se prépare et vous emmènera bientôt au bloc. Alors qu'il me conduisait vers la salle d'opération, j'ai aperçu Marcus assis dans la salle d'attente. Il avait l'air terrible, ébouriffé, épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Nos yeux se sont croisés brièvement, et j'ai vu quelque chose dans son expression que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Regret peut-être, ou peur, ou culpabilité? Probablement tout ça. L'opération a duré 14 heures. J'ai appris plus tard qu'ils avaient remplacé mon foie endommagé et l'un de mes reins par des organes de donneurs dont les profils génétiques étaient si compatibles que le rejet était hautement improbable. L'équipe chirurgicale l'avait qualifié de l'une des procédures de transplantation d'urgence les plus réussies qu'ils aient jamais effectuées. Quand je me suis réveillé, Marcus était assis à côté de mon lit. Son costume coûteux était froissé,
ses cheveux étaient en bataille, et il tenait ma main comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Paige, a-t-il dit quand il a vu mes yeux s'ouvrir. Sa voix était chargée d'émotion. Dieu merci. J'ai cru. J'ai eu tellement peur. Il pleurait. Réellement pleurait. Marcus Hamilton, que je n'avais jamais vu montrer une émotion sincère en 3 ans de mariage, était assis à côté de mon lit d'hôpital, des larmes coulant sur son visage. Marcus. Ma voix était encore faible, mais plus claire qu'avant. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis jamais parti, a-t-il dit. Pas depuis qu'ils m'ont appelé. J'ai été là tout le temps. Ça n'avait aucun sens. Marcus ne faisait pas de veillée au chevet des malades. Marcus s'acquittait d'obligations légales et faisait des sorties propres. Marcus ne s'asseyait pas dans les salles d'attente d'hôpital en pleurant pour des ex-femmes. Je ne comprends pas. Il m'a serré la main et j'ai remarqué que son alliance était de nouveau à son doigt. Ça n'avait vraiment aucun sens. Paige, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que les médecins ont découvert lorsqu'ils ont effectué tes tests génétiques pour la transplantation. J'ai attendu. La confusion et les analgésiques rendaient la concentration difficile. Tu n'es pas qui tu penses être, a-t-il dit doucement. Je veux dire, tu le es, mais ton père n'était pas inconnu. Les tests génétiques l'ont identifié. De quoi parles-tu? Marcus a pris une profonde inspiration. Ton père biologique était Harrison Blackwood. Le nom me semblait familier, mais je ne pouvais pas le situer à travers le brouillard des médicaments. Le promoteur immobilier a poursuivi Marcus. Il est décédé il y a 4 mois sans héritier connu. Il valait plus de 2 milliards de dollars. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme quelque chose d'un rêve. 2 milliards de dollars. Mon père, l'homme que je n'avais jamais connu. Paige, a dit Marcus, la voix brisée. Tu n'es pas pauvre. Tu n'as jamais été pauvre. Tu es l'une des femmes les plus riches du pays. Je l'ai regardé, essayant de comprendre ce qu'il disait. Les foyers d'accueil, la lutte, le besoin désespéré de faire fonctionner mon mariage parce que je n'avais rien d'autre. Tout cela avait été basé sur une incompréhension fondamentale de qui j'étais. L'héritage, ai-je murmuré. C'est le tien. Tout. Les avocats travaillent déjà sur les documents, mais avec la preuve génétique, il n'y a pas de doute. Tu es sa fille, sa seule héritière. Marcus pleurait toujours en me tenant la main comme si je pouvais disparaître. Je suis tellement désolé, a-t-il murmuré. Je suis tellement désolé pour tout. Pour le divorce, pour les choses que j'ai dites, pour t'avoir abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai été un tel idiot. J'ai regardé son visage, l'angoisse sincère qui s'y lisait, et j'ai finalement compris ce que je voyais. Marcus Hamilton venait de réaliser qu'il avait jeté la plus grande récompense de sa vie pour une femme dont le fonds fiduciaire était de la petite monnaie comparé à ce que je valais maintenant. Et il me voulait de retour. L'ironie était si parfaite qu'elle aurait été drôle si elle n'avait pas été si pathétique. J'ai fermé les yeux, sentant quelque chose en moi changer. Pas le pardon, pas la réconciliation, mais une sorte de clarté froide qui transperçait à la fois les analgésiques et le choc de la nouvelle. Quand j'ai rouvert les yeux, Marcus était toujours là, attendant toujours ma réponse, mais je savais déjà ce que ce serait. J'ai regardé Marcus assis là avec son alliance de nouveau au doigt, les larmes coulant sur son visage, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des années. Une clarté totale et absolue. Tu as remis ton alliance, ai-je dit doucement. Il a jeté un coup d'œil à sa main comme s'il avait oublié. Paige, je n'aurais jamais dû l'enlever. J'ai commis la plus grande erreur de ma vie. Quand l'as-tu remise, Marcus? Avant ou après avoir découvert l'argent? Son visage a rougi. Ce n'est pas une question d'argent. J'ai presque ri. Presque. Vraiment? Parce qu'il y a 2 semaines, tu m'as envoyé un SMS me disant de profiter de ma pauvreté. Maintenant, soudain, tu te souviens que tu m'aimes. Quelle coïncidence. J'étais en colère. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Non, ai-je dit, ma voix devenant plus forte malgré les analgésiques. Tu as dit exactement ce que tu pensais. Tu pensais chaque mot de ce divorce. Tu pensais chaque commentaire cruel, chaque regard méprisant, chaque instant où tu m'as fait sentir que je n'étais pas assez.
Marcus s'est penché en avant, le désespoir lisible dans ses yeux. Paige, s'il te plaît. Nous pouvons recommencer. Nous pouvons faire en sorte que ça marche. Nous, j'ai levé un sourcil. Il n'y a plus de nous, Marcus. Tu t'en es assuré quand tu as choisi ta cliente plutôt que ta femme. Mais maintenant les choses sont différentes. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Tout a changé. Tu as absolument raison. Tout a changé. J'ai bougé dans le lit d'hôpital, ignorant la douleur qui traversait mon flanc. J'ai changé. J'ai appris quelque chose de très important sur moi-même. Il a attendu, espérant probablement que j'étais sur le point de lui pardonner. J'ai appris que je n'ai besoin de personne d'autre pour valider ma valeur. Pendant des années, j'ai cru que j'avais besoin de toi pour me sentir complète. J'ai cru que j'avais besoin de notre mariage pour me sentir comme si j'avais une famille. Mais tu sais ce que j'ai réalisé pendant que je mourais sur cette table d'opération? Le visage de Marcus est devenu pâle. J'ai réalisé que j'ai toujours été ma propre famille. J'ai survécu et prospéré seul depuis l'âge de 18 ans. J'ai construit une vie, une carrière, un sentiment d'estime de soi qui n'avait rien à voir avec toi ou qui que ce soit d'autre. Paige, je n'ai pas fini. Ma voix a traversé son interruption comme une lame. L'argent ne change pas qui je suis, Marcus. Il ne fait que révéler qui tu es. Et qui tu es, c'est un homme qui n'aime les gens que lorsqu'ils peuvent lui être financièrement bénéfiques. Les machines autour de mon lit bipaient régulièrement, marquant le temps dans ce qui ressemblait à la conversation la plus importante de ma vie. Ce n'est pas juste, a-t-il dit faiblement. Juste? J'ai souri et ce n'était pas un sourire agréable. Tu veux parler de juste? Était-ce juste quand tu m'as convaincu de mettre notre maison à ton nom? Était-ce juste quand tu as utilisé tes relations juridiques pour t'assurer que je n'obtiendrais rien se racle la gorge dans le divorce? Était-ce juste quand tu m'as envoyé ce SMS? Marcus a ouvert la bouche pour répondre, mais je n'avais pas fini. Voici ce qui va se passer, Marcus. Tu vas quitter cet hôpital. Tu vas rentrer chez toi, chez ta nouvelle petite amie avec le fonds fiduciaire, et tu vas oublier mon numéro de téléphone, mon adresse et mon existence. Tu ne peux pas être sérieuse. Oh, je suis mortellement sérieuse. Jeu de mots voulu. J'ai fait un geste faible vers les machines qui m'entouraient. Parce que contrairement à toi, j'ai failli mourir. Et c'est drôle comme les expériences de mort imminente clarifient ce qui compte et ce qui ne compte pas. Une infirmière est apparue dans l'embrasure de la porte, probablement attirée par la tension dans la pièce. Tout va bien ici, a-t-elle demandé. En fait, oui, ai-je dit, sans quitter Marcus des yeux. Monsieur Hamilton partait définitivement. Marcus s'est levé lentement, son costume coûteux froissé après avoir été assis sur une chaise d'hôpital pendant des heures. Paige, je sais que tu es en colère, mais quand tu auras eu le temps d'y réfléchir, qu'est-ce que tu penses qu'il se passera, quand je penserai plus clairement, Marcus, les jeux interrompus. Qu'est-ce que tu penses que je réaliserai? Penses-tu que j'oublierai soudainement à quel point tu m'as jeté facilement? Penses-tu que l'argent me rendra assez stupide pour te faire confiance à nouveau? Il n'avait pas de réponse à ça. Au revoir, Marcus. Profite du fonds fiduciaire. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné une dernière fois. J'attendrai, a-t-il dit. Peu importe le temps que cela prendra. J'attendrai que tu me pardonnes. Je lui ai souri avec un amusement sincère. Non, tu n'attendras pas, parce que je suis sur le point de devenir une femme très publique et très riche. Et tu sais ce qui arrive aux types comme toi quand les femmes comme moi deviennent inaccessibles? Tu trouves la prochaine opportunité. Tu le fais toujours. Après son départ, j'ai fermé les yeux et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des mois. La paix. Pour la première fois depuis que je m'étais réveillé dans ce lit d'hôpital, je ne pensais pas à la survie, à la peur ou à la douleur. Je pensais aux possibilités. Les avocats sont arrivés 3 jours plus tard, et honnêtement, ils ressemblaient exactement à ce à quoi je m'attendais de la part d'avocats représentant une succession de 2 milliards de dollars. Costume coûteux, mallette en cuir, et le genre de confiance qui vient du fait de gérer plus d'argent que la plupart des gens n'en verront au cours de leur vie. Madame Hamilton, a déclaré l'avocat principal, tendant la main. Je suis Jonathan Pierce de Pierce Morrison & Associates. Nous représentons la succession Blackwood. J'ai serré sa main depuis mon lit d'hôpital,
toujours connecté à suffisamment de machines pour alimenter un petit avion. Je suppose que vous n'êtes pas ici pour me féliciter de mon rétablissement, ai-je dit. Il a souri. Le premier sourire sincère que j'ai vu d'un avocat depuis des mois. En fait, c'est exactement la raison pour laquelle je suis ici. Votre rétablissement est remarquable, et il est également juridiquement significatif. Le deuxième avocat, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux bienveillants, a tiré une chaise. Madame Hamilton, je suis Sarah Morrison. Nous attendions de vous rencontrer depuis un certain temps. Attendre de me rencontrer? Je n'ai découvert l'identité de mon père qu'il y a 3 jours. Nous vous cherchons depuis 4 mois, a expliqué Jonathan. Depuis le décès de votre père. Nous savions qu'il avait une fille. Nous avions des dossiers indiquant une relation avec une Sarah Chen au début des années 90. Mais la piste est devenue froide quand elle est décédée. Je les ai regardés. Vous me cherchez? Nous avons engagé des enquêteurs privés, des généalogistes, toute personne susceptible de retrouver votre localisation, a déclaré Sarah. Lorsque l'hôpital nous a contactés au sujet de la correspondance génétique de vos tests médicaux, cela a confirmé ce que nous espérions trouver. Attendez, un instant. L'hôpital vous a contacté? Procédure standard dans les cas impliquant des revendications d'héritage potentiel, a expliqué Jonathan. Lorsque les tests génétiques identifient une relation familiale possible avec quelqu'un qui a une succession importante en cours d'homologation, il existe des protocoles juridiques à suivre. Cela avait plus de sens que la version de conte de fées que Marcus avait probablement entendue. Alors, cet héritage, c'est réel. Sarah a ouvert sa mallette et en a sorti un dossier assez épais pour servir de cale de porte. Madame Hamilton, votre père valait environ 2,3 milliards de dollars au moment de son décès. Holdings immobiliers, portefeuille d'investissement, intérêts commerciaux et actifs liquides. Le chiffre m'a frappé comme une force physique. J'avais entendu Marcus dire 2 milliards, mais l'entendre des avocats réels le rendait réel d'une manière que les drogues d'hôpital et l'épuisement émotionnel ne m'avaient pas permis de traiter. Et tout cela est à moi avec quelques conditions. Votre testament paternel était complexe, a déclaré Jonathan. Il l'avait mis à jour plusieurs fois au fil des ans, mais la version la plus récente, datée de 6 mois avant sa mort, prévoit spécifiquement tous les enfants biologiques qui pourraient être découverts après son décès. Il savait pour moi. Pas spécifiquement, a dit Sarah doucement. Mais il soupçonnait qu'il pourrait avoir des enfants qu'il n'avait jamais rencontrés. Le testament comprend des dispositions pour les tests génétiques et les droits d'héritage pour toute progéniture biologique avérée. Je me suis penché en arrière contre mes oreillers, essayant de traiter cette information. Quel genre de conditions? Rien d'onéreux, m'a assuré Jonathan. Principalement des restrictions conçues pour protéger les actifs des chasseurs de fortune ou des influences douteuses. Il m'a lancé un regard significatif. Par exemple, tout conjoint ou partenaire que vous avez doit signer des accords confirmant qu'il n'a aucune revendication sur les actifs hérités. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Eh bien, ça ne posera pas de problème. Mon ex-mari vient de passer les 3 derniers jours à essayer de me convaincre de le reprendre à cause de l'argent. Les avocats ont échangé un regard. Nous avons entendu parler de Monsieur Hamilton, a dit Sarah prudemment. Devons-nous nous inquiéter de toute réclamation légale qu'il pourrait tenter de faire? Aucune, ai-je dit fermement. Notre divorce a été prononcé il y a 2 semaines. Il est parti avec tout ce que nous avions accumulé pendant le mariage, et j'ai signé des documents confirmant que je n'avais aucune revendication sur ses actifs ou revenus. Cela va dans les 2 sens. Excellent, a dit Jonathan en prenant des notes. Il y a d'autres détails que nous devons discuter. Implications fiscales, structure de fiducie, gestion des divers intérêts commerciaux, mais cela peut attendre que vous vous sentiez plus forte. Il y a encore une chose, a dit Sarah. Votre père a laissé une lettre spécifiquement pour tout enfant qui pourrait être trouvé après sa mort. Souhaitez-vous la lire maintenant ou attendre d'être chez vous? Ma gorge s'est serrée de manière inattendue. Une lettre du père que je n'avais jamais connue, écrite pour des enfants qu'il espérait exister. Maintenant, ai-je dit, j'aimerais la lire maintenant. Sarah m'a tendu une enveloppe scellée avec l'entête du cabinet d'avocat de mon père. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier écrite d'une écriture soignée. À mon enfant, commençait-elle. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti et que tu as été trouvé.
Je veux que tu saches qu'il ne s'est pas passé un jour sans que je ne m'interroge sur toi. Sans espérer que tu étais en sécurité, heureuse et aimée. J'ai échoué en n'étant pas là. Mais j'espère que cet héritage pourra t'offrir la sécurité et les opportunités que je n'ai jamais pu te donner personnellement. Utilise-le sagement, utilise-le bien, et sache que tu étais désiré même si tu étais inconnu. Avec tout mon amour, Harrison Blackwood. J'ai plié la lettre soigneusement, ma vision brouillée par des larmes qui n'avaient rien à voir avec les analgésiques. Il a l'air d'avoir été un homme bon, ai-je finalement dit. Il l'était, a confirmé Jonathan. Et à en juger par ce que nous avons appris sur vous, je pense qu'il aurait été très fier. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez un commentaire ci-dessous. Paige pourra-t-elle gérer ce changement massif dans sa vie, ou son passé la rattrapera-t-il de manière inattendue? Le rétablissement fut lent, mais chaque jour je me sentais un peu plus forte, un peu plus moi-même. Les médecins étaient stupéfaits de la façon dont mon corps répondait bien aux organes transplantés. Remarquablement compatible, répétait-il, comme si j'avais gagné une sorte de loterie génétique, ce que je suppose que j'avais fait. Les avocats venaient me voir tous les quelques jours, m'expliquant progressivement la complexité de ce que j'avais hérité. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était un empire. Des biens immobiliers commerciaux de Seattle à Miami, des développements résidentiels, des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, des portefeuilles d'investissement qui généraient plus d'argent en un mois que je n'en avais gagné de toute ma vie. La bonne nouvelle, a expliqué Sarah lors d'une visite, c'est que votre père a mis en place d'excellents systèmes de gestion. Les entreprises fonctionnent essentiellement d'elles-mêmes avec des équipes très compétentes en place. Vous n'avez pas besoin de devenir un magnate de l'immobilier du jour au lendemain. Mais je pourrais si je voulais. Vous pourriez faire tout ce que vous voulez, a confirmé Jonathan. C'est l'intérêt de ce genre de richesse. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est la liberté. Liberté. J'ai testé le mot dans mon esprit comme si j'apprenais une nouvelle langue. La presse a découvert l'héritage le 6e jour de mon hospitalisation. Je me suis réveillé et j'ai trouvé des reporters campés devant le bâtiment et mon téléphone vibrant d'appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Madame Hamilton, pouvez-vous commenter votre héritage? Quels sont vos projets pour la fortune Blackwood? Est-il vrai que vous viviez dans la pauvreté avant l'accident? Cette dernière question m'a donné envie de jeter quelque chose. Vivre dans la pauvreté, comme si toute ma vie avait été une sorte de toile de fond tragique qui menait à ce moment de révélation. La sécurité de l'hôpital les a tenus à l'écart de mon étage, mais je pouvais les voir aux informations spéculer sur la fille mystérieuse de Harrison Blackwood. Ils avaient déjà déterré des photos de Marcus et moi de notre mariage, des photos de mon profil LinkedIn, et même réussi à trouver ma photo de remise de diplôme universitaire d'une manière ou d'une autre. Histoire de Cendrillon inconnu. Héritière perçoit des milliards. Du foyer d'accueil à la fortune, l'histoire de Paige Hamilton. Des haillons à la richesse. L'accident révèle un héritage d'1 milliard de dollars. J'ai éteint la télévision après le 3e reportage. L'histoire qu'il racontait n'était pas exactement fausse, mais ce n'était pas la mienne non plus. Il la faisait passer pour une sorte de conte de fées complet avec une méchante belle famille et une transformation magique. La vraie vie était plus compliquée que ça. Mon téléphone a sonné. Un numéro que je reconnaissais réellement. Mon ancienne collègue Lisa du cabinet de marketing. Oh mon Dieu, Paige. Je viens de voir les nouvelles. C'est vrai? Tu vaux vraiment des milliards? Salut, Lisa. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Tu dois être si heureuse. J'ai réfléchi à la question. Étais-je heureuse? J'étais en vie, ce qui était plus que ce que j'avais espéré il y a une semaine. J'étais financièrement en sécurité d'une manière que je n'aurais jamais rêvé possible. J'avais le contrôle de ma vie pour la première fois depuis, peut-être, toujours. Mais, heureuse, semblait un mot trop simple pour ce que je vivais. Je suis reconnaissante, ai-je finalement dit. Et je suis pleine d'espoir. Qu'est-ce que tu vas faire en premier? Acheter un manoir, un yacht, voyager autour du monde? D'abord, je vais sortir de ce lit d'hôpital et apprendre à marcher à nouveau sans avoir l'impression que quelqu'un utilise ma cage thoracique comme un xylophone. Lisa a ri. Bien sûr. Je suis désolé. Cela doit être tellement accablant. Ça l'est, mais pas de la manière dont tu penses. Après avoir raccroché,
Je me suis allongé et j'ai fixé le plafond. La vérité était que l'argent n'était pas la partie accablante. La partie accablante était de réaliser à quel point j'avais vécu ma vie entière pour l'approbation des autres. J'avais épousé Marcus parce que je pensais qu'avoir un mari me rendrait complète. J'étais resté dans un emploi que je n'aimais pas parce qu'il était sûr. J'avais accepté moins que ce que je méritais parce qu'on m'avait appris que vouloir plus était égoïste. Mais me voilà, allongé dans un lit d'hôpital, valant plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, la seule personne dont j'avais besoin de l'approbation était la mienne. Un coup à ma porte a interrompu mes pensées. Une jeune infirmière que je n'avais jamais rencontrée auparavant a jeté un coup d'œil. « Madame Hamilton, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Dit qu'il est votre frère. » « Frère ? Je n'avais pas de frère. Comment s'appelle-t-il ? » ? « Marcus Hamilton. » Il dit que c'est urgent. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Pourriez-vous dire à monsieur Hamilton qu'il n'est pas mon frère ? C'est mon ex-mari et il n'est pas le bienvenu ici. Et pourriez-vous également vous assurer que la sécurité c'est qu'il n'est pas autorisé à me rendre visite ? Les yeux de l'infirmière se sont légèrement écarquillés. Bien sûr, je suis désolé. Ce n'est pas de votre faute, ai-je dit. Il est persistant. Après son départ, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les avocats. Jonathan, sais-je. Je crois que je dois discuter de ces clauses de protection que vous avez mentionnées. 3 semaines plus tard, j'ai finalement quitté l'hôpital. Le cirque médiatique s'était quelque peu calmé, bien que des photographes rôdaient toujours autour de tout bâtiment où j'entrais. Jonathan avait organisé une équipe de sécurité privée. 2 professionnels discrets qui se fondaient dans le décor, mais pouvaient gérer toute situation qui se présentait. Pensez-y comme une assurance, avait-il dit. Quand vous valez autant d'argent, vous attirez toutes sortes d'attention. La plupart inoffensives, mais une partie potentiellement problématique. J'avais emménagé dans une suite d'hôtels du centre-ville pendant que mes avocats s'occupaient d'acheter une maison. Pas un manoir. Je n'étais pas encore prête pour ce niveau de changement. Mais un endroit agréable dans un bon quartier avec de vrais systèmes de sécurité et des voisins qui s'occupaient de leurs affaires. Le plus étrange n'était pas l'argent ou la sécurité ou même l'attention constante. Le plus étrange était à quel point je me sentais normal la plupart du temps. Je préférais toujours le café de mon café habituel. Je lisais toujours les nouvelles sur mon téléphone le matin. Je trouvais toujours la nourriture d'hôpital dégoûtante. L'argent ne changeait pas votre personnalité. J'apprenais. Il ne faisait que révéler des parties de celle-ci que vous n'aviez jamais eu l'occasion d'explorer. Il y a quelque chose que nous devons discuter, a déclaré Sarah lors de notre réunion du matin au bureau de l'avocat. Nous avons reçu plusieurs communications de l'avocat de Marcus Hamilton. J'ai posé mon café. Quel genre de communication ? Des réclamations d'intérêts financiers basées sur votre mariage, des demandes de réconciliation, de médiation, des suggestions de revoir le règlement du divorce compte tenu de votre situation changée. Vous plaisantez ? Je crains que non. Son avocat soutient que puisque l'héritage a été découvert alors que vous étiez techniquement toujours sa personne à contacter en cas d'urgence, il pourrait y avoir des motifs pour qu'il revendique une partie des actifs. Je l'ai regardé. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. C'est ridicule, a confirmé Jonathan, entrant dans la salle de conférence avec une pile de papier. C'est aussi juridiquement sans fondement, mais cela signifie que nous devons être proactifs pour y mettre fin avant que cela ne devienne un problème plus important. Que recommandez-vous ? Un ordre de cesser et de s'abstenir. Indiquez clairement que toute nouvelle tentative de revendiquer vos actifs hérités entraînera des poursuites pour harcèlement. De plus, nous devrions envisager une ordonnance restrictive s'il continue d'essayer de vous contacter directement. J'ai pensé à Marcus assis sur cette chaise d'hôpital, pleurant ses erreurs, jurant qu'il avait changé. Apparemment, il était redevenu le même. Faites-le. Tout. Il y a autre chose, a dit Sarah prudemment. Nous avons reçu des demandes de renseignements de plusieurs personnes se présentant comme vos proches, des familles d'accueil, d'anciens camarades de classe, même quelqu'un se présentant comme le cousin de votre mère biologique. Aucun d'entre eux n'est réel, n'est-ce pas ? Peu probable. Nous les faisons tous enquêter, mais c'est une chose courante quand quelqu'un reçoit un héritage important. Des gens sortent de nulle part avec des revendications douteuses et des manipulations émotionnelles.
se racle la gorge, merveilleux. Donc, je suis passé de n'avoir aucune famille à avoir un tas de faux membres de ma famille qui veulent mon argent. Jonathan a souri avec sympathie. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes très bons pour identifier et éliminer ce genre de revendications. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va probablement continuer un certain temps. Combien de temps est un certain temps? Cela pourrait être des mois, peut-être plus. L'argent fait ressortir le meilleur et le pire des gens. Et malheureusement, vous allez voir plus du pire que la plupart des gens. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil de la salle de conférence, en cuir, cher, le genre de fauteuil dans lequel je n'aurais jamais imaginé m'asseoir lors d'une réunion concernant mes propres actifs, et j'ai considéré cette information. Vous savez quoi, ai-je finalement dit. Je pense que je peux gérer quelques chasseurs de fortune et un ex-mari avec des délires de grandeur. Après tout, j'ai survécu à Marcus la première fois. Je peux certainement lui survivre maintenant que je sais exactement ce qu'il vaut, ce qui est, Sarah a demandé. J'ai souri. Absolument rien. 2 heures plus tard, j'étais de retour dans ma suite d'hôtel lorsque mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'avais appris à y répondre au cas où il s'agirait d'appels commerciaux légitimes. Paige, la voix était familière, bien que je ne puisse pas la situer immédiatement. C'est David Chen, le cousin de Sarah. Nous nous sommes rencontrés à ses funérailles quand tu étais petite. Le cousin de Sarah, le cousin de ma mère, quelqu'un qui aurait été la chose la plus proche de la famille que j'ai eue pendant les premières années de ma vie. Je suis désolé, ai-je dit. Je ne me souviens pas. Bien sûr que non. Tu étais si jeune, mais j'ai suivi les nouvelles et je voulais te contacter. J'ai des choses de ta mère que je pense que tu devrais avoir. Des photos, des lettres, des choses que l'État n'a pas prises lorsqu'ils t'ont placé en famille d'accueil. Mon cœur s'est arrêté. Des photos de ma mère, des lettres, des fragments d'une vie dont je n'avais jamais su l'existence. J'aimerais les voir, ai-je dit. Bien sûr. Pourquoi ne pas nous rencontrer pour un café? Il y a tant de choses que j'aimerais te raconter sur Sarah. C'était une personne tellement merveilleuse, et tu lui ressembles tellement. J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Puis j'ai appelé Jonathan. J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un, ai-je dit. Il s'appelle David Chen, et il prétend être le cousin de ma mère. Parce que s'il y avait une chose que j'avais apprise sur la richesse soudaine, c'est que toute personne qui vous approchait avait un programme. Même ceux qui vous offraient exactement ce que vous aviez espéré toute votre vie. David Chen s'est avéré être exactement qui il prétendait être. Le cousin de ma mère, un professeur à la retraite vivant à Vancouver, qui avait effectivement gardé une petite boîte de ses affaires pendant près de 30 ans. J'ai toujours espéré que quelqu'un te trouverait, m'a-t-il dit alors que nous étions assis dans un petit café près de son appartement. Sarah parlait de toi constamment dans les lettres qu'elle envoyait avant de mourir. Tu étais le centre de son monde. La boîte contenait des photographies que je n'avais jamais vues. Ma mère me tenant bébé, riant de quelque chose hors champ, moi faisant mes premiers pas dans ce qui ressemblait à un petit appartement. Une photo de ma mère me lisant. Nous deux recroquevillés sur un canapé, mais ce sont les lettres qui m'ont brisé le cœur et l'ont guéri en même temps. Mon très cher David, lisez l'une d'elles. Paige a dit maman aujourd'hui pour la première fois, et j'ai pleuré pendant 20 minutes. Je sais qu'elle ne s'en souviendra pas quand elle grandira, mais je veux qu'elle sache que chaque moment avec elle est précieux. Je veux qu'elle sache qu'elle est aimée complètement, même si je ne peux pas lui donner toutes les choses que les autres enfants ont. Il y en avait des dizaines. Des lettres décrivant mon premier sourire, ma première dent, ma première tentative de sortir de mon berceau. Des lettres pleines d'espoir et de rêve pour la fille qu'elle ne vivrait pas assez longtemps pour élever. Elle n'a jamais mentionné ton père, a dit David doucement. Pas une seule fois dans aucune des lettres. Mais elle a dit qu'elle espérait qu'un jour tu comprendrais que l'amour ne vient pas toujours dans l'emballage que nous attendons. J'ai essuyé les larmes de mes joues, sans me soucier que nous soyons dans un café public. Elle voulait que tu aies ça, a dit David, sortant un petit médaillon en argent. C'était celui de sa mère, ta grand-mère. Elle m'a fait promettre que si quelque chose lui arrivait, je trouverais un moyen de te le donner. À l'intérieur du médaillon se trouvait une photo de ma mère jeune femme, souriant à l'appareil photo avec les mêmes yeux que je voyais dans le miroir tous les jours. Pourquoi ne m'avez-vous pas trouvé plus tôt, ai-je demandé. David a soupiré. J'ai essayé. Pendant des années, j'ai essayé, mais le système de placement familial,
il disait que c'était mieux pour les enfants de rompre clairement avec leur passé. Il ne me disait pas où tu avais été placé. Et au moment où j'ai pu me permettre d'engager des enquêteurs, la piste était devenue froide. Vous avez engagé des enquêteurs? Un professeur à la retraite n'a pas les mêmes ressources qu'une succession de milliardaires, a-t-il dit avec un doux sourire. Mais je n'ai jamais cessé d'espérer. Nous avons passé 3 heures dans ce café et David m'a raconté des histoires sur ma mère qui ont complété les pièces d'un puzzle que j'avais essayé de résoudre toute ma vie. Elle avait été drôle, têtue, farouchement indépendante. Elle avait cumulé 2 emplois tout en m'élevant seule, déterminée à subvenir aux besoins de sa fille sans dépendre de personne d'autre. Elle a l'air d'être quelqu'un que j'aurais aimé, ai-je dit. Vous seriez adoré, a confirmé David. Et elle serait si fière de la femme que vous êtes devenue. Quand je suis rentré à l'hôtel ce soir-là, j'ai appelé Jonathan. Je veux faire quelque chose avec l'héritage, ai-je dit. Quelque chose qui aurait rendu ma mère fière. Qu'avez-vous en tête? Une fondation pour se racler la gorge les enfants qui sortent de familles d'accueil, des bourses d'études, une aide au logement, une formation professionnelle, toutes les choses que j'aurais aimé avoir quand j'avais 18 ans et que je me suis retrouvé seul. C'est une belle idée, Paige. Votre père aurait approuvé aussi. Il était en fait très philanthrope, bien qu'il le gardait privé. Combien de l'héritage pourrais-je consacrer à quelque chose comme ça? Autant que vous voulez. C'est votre argent. J'ai regardé les photos que David m'avait données, étalées sur le bureau de la chambre d'hôtel, ma mère et moi figés dans des moments de bonheur dont je n'avais jamais su l'existence. Je veux commencer par 100 millions, ai-je dit. Et je veux l'appeler la Fondation Sarah Chen. Nous pouvons faire en sorte que cela arrive. Il y a encore une chose, ai-je dit. Je veux acheter le cabinet d'avocat de Marcus. Jonathan est resté silencieux un instant. Acheter son cabinet? Puis-je demander pourquoi? J'ai souri à mon reflet dans la fenêtre de l'hôtel, regardant une ville qui semblait soudain pleine de possibilités plutôt que d'obstacles. Parce que je veux qu'il passe le reste de sa carrière à travailler pour la femme à qui il a dit de profiter de sa pauvreté, et parce que je pense qu'il est temps qu'il apprenne ce que ça fait de voir sa sécurité financière dépendre de la bonne volonté de quelqu'un d'autre. C'est remarquablement satisfaisant comme concept, a dit Jonathan, et probablement tout à fait faisable. Son cabinet n'est pas particulièrement grand ou prospère. Faites en sorte que ça arrive, ai-je dit. Je veux en être propriétaire d'ici la fin du mois. Et Marcus gardera son emploi tant qu'il suivra les règles. Je crois aux secondes chances. Jonathan, je ne crois juste pas à les donner à des gens qui ne les ont pas méritées. Après avoir raccroché, j'ai ouvert le médaillon en argent et j'ai regardé à nouveau la photo de ma mère. Je vais m'en sortir, maman, ai-je murmuré à la photo. Nous allons toutes les deux nous en sortir maintenant. 6 mois plus tard, je me tenais devant les bureaux nouvellement ouverts de la Fondation Sarah Chen, coupant un ruban tandis que des photographes immortalisaient le moment. Le bâtiment était magnifique, moderne, accueillant, conçu pour que les jeunes se sentent remplis d'espoir plutôt qu'intimidés en franchissant les portes. Cette fondation fournira un soutien complet aux jeunes adultes qui sortent de l'aide sociale, ai-je dit à la foule réunie. Des bourses d'études, une aide au logement, une formation professionnelle, des services de santé mentale, et surtout, une communauté de personnes qui comprennent ce que c'est de naviguer dans le monde sans filet de sécurité familiale. Dans le public, j'ai aperçu David Chen, rayonnant de fierté. À côté de lui se trouvait le docteur Martinez, qui était devenu une amie inattendue pendant mon rétablissement. Jonathan et Sarah étaient là aussi, ainsi que plusieurs jeunes qui seraient les premiers bénéficiaires de la bourse de la fondation. Et à l'arrière, à peine visible derrière un pilier, se tenait Marcus. Il travaillait dans son cabinet d'avocat, mon cabinet d'avocat, depuis 3 mois maintenant. J'avais promu son ancien patron et fait de Marcus un associé junior, relevant de la femme qui était auparavant sa secrétaire. Il n'avait jamais prononcé un mot de plainte, jamais déposé de grief, jamais rien fait d'autre que de se présenter au travail tous les jours et de faire son travail. J'avais appris par des connaissances communes qu'il avait rompu avec la petite amie au fonds fiduciaire. Apparemment, elle avait perdu tout intérêt lorsqu'elle avait réalisé qu'il n'était plus l'avocat prospère qu'elle pensait fréquenter, mais plutôt un employé dont la sécurité d'emploi dépendait de la bienveillance continue de son ex-femme. Ironique, n'est-ce pas? Après la cérémonie, tandis que les gens se mélangeaient et visitaient les bureaux de la fondation, Marcus s'est approché de moi. C'est magnifique, a-t-il dit doucement. Ce que tu as construit ici.
Ta mère serait fière. J'ai étudié son visage. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué, mais aussi en quelque sorte plus sincère que je ne l'avais vu depuis des années. Merci, ai-je dit. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, a-t-il poursuivi. Mais je voulais que tu saches que j'ai appris quelque chose au cours des derniers mois, c'est que la femme dont je suis tombé amoureux il y a 8 ans était déjà extraordinaire. Je ne pouvais simplement pas le voir parce que j'étais trop concentré sur ce que je pensais que le succès devrait ressembler. J'ai hoché la tête. J'ai aussi appris quelque chose, Marcus. Il a attendu. J'ai appris que le pardon ne consiste pas à prétendre que quelqu'un ne t'a pas blessé. C'est choisir de ne pas laisser leurs actions définir ton avenir. Cela signifie que tu auras toujours un emploi au cabinet tant que tu feras du bon travail et que tu traiteras les gens avec respect. Cela signifie que j'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'apprécie pour qui tu es, non pas pour ce que tu peux fournir. Et cela signifie que je suis reconnaissante pour les leçons que notre mariage m'a enseignées, même si je ne choisirais plus de les apprendre de cette manière. Marcus a hoché la tête lentement. Et nous? Il n'y a plus de nous, Marcus. Ça fait longtemps. Mais il n'y a pas besoin d'animosité non plus. Il a souri tristement. Je pense que c'est plus que ce que je mérite, probablement, mais c'est ce que je suis prêt à donner. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les gens commençaient à partir, je me suis tenu seul dans la salle de conférence principale de la fondation, regardant le portrait que nous avions accroché au mur. C'était la photo de ma mère me tenant bébé, imprimée professionnellement et magnifiquement encadrée. Mon téléphone a vibré avec un SMS. Un numéro inconnu, mais j'avais appris à y répondre au cas où il s'agirait d'appels commerciaux légitimes. J'ai vu les nouvelles de la fondation. Fier de toi. H, j'ai fixé le message un instant avant de réaliser ce qu'il signifiait. Harold, le gardien de sécurité de mon ancien travail qui demandait toujours des nouvelles de ma petite plante. D'une manière ou d'une autre, il avait retrouvé mon numéro juste pour dire qu'il était fier. J'ai répondu « Merci ». Cela signifie plus que tu ne le sais. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai marché vers les fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur la ville. Quelque part là-bas, des jeunes sortaient de l'aide sociale, confrontés aux mêmes peurs et incertitudes que j'avais connues à 18 ans. Demain, ils auraient un endroit où se tourner pour obtenir de l'aide. Quelque part là-bas se trouvait Marcus, rentrant chez lui dans un appartement qu'il pouvait à peine se permettre, travaillant pour la femme qu'il avait autrefois méprisée. Il apprendrait finalement que le vrai succès ne consiste pas à accumuler du pouvoir sur les autres, mais à utiliser le pouvoir que l'on possède pour élever les gens. Et quelque part là-bas, d'autres histoires attendaient de se dérouler. D'autres personnes dont la vie allait changer d'une manière qu'elles ne pouvaient imaginer. D'autres deuxièmes chances, d'autres révélations, d'autres moments où tout ce que vous pensiez savoir s'avérait faux. J'ai touché le médaillon en argent à mon cou, sentant le poids de la photo de ma mère à l'intérieur. Merci, ai-je murmuré à sa mémoire, à la mémoire de mon père, à l'accident qui avait failli me tuer, mais qui m'a plutôt révélé qui j'étais vraiment. Puis je suis sorti des bureaux de la fondation et j'ai marché vers un avenir qui était entièrement le mien. 3 ans plus tard, la fondation Sarah Chen avait aidé plus de 2000 jeunes adultes à réussir leur transition hors du système de placement familial. Marcus avait été promu de nouveau associé principal après avoir prouvé sa capacité d'empathie ainsi que son expertise juridique. Et moi, j'étais toujours Paige Hamilton, toujours têtu, toujours sarcastique, apprenant toujours à naviguer dans un monde qui avait été bouleversé en quelques semaines. Mais je n'étais plus seul, plus effrayé, et plus disposé à accepter moins que ce que je méritais de quiconque, y compris de moi-même, ce qui, au final, était le plus précieux des héritages. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires vraies incroyables de transformation et de résilience. Et rappelez-vous, parfois la pire chose qui vous arrive mène directement à la meilleure chose qui soit.